La capsule vidéo que vous venez de voir a montré à suffisance, par l'exemple de Sébastien de Ferney, qui n'est pas le seul, qui n'est d'ailleurs pas le seul cas, combien certaines intégrations pouvaient être réussies. Alors je voudrais, pour ma part, baser mon bref exposé sur la manière dont la ville de Mons réoriente son personnel par le biais de la mise en place de la commission de reclassement. Lorsqu'un travailleur est déclaré inapte temporairement ou définitivement à l'exercice de ses fonctions, mais qu'il est apte à exercer d'autres fonctions, une procédure de reclassement est mise en place. Les aménagements du poste de travail, voire les nouvelles affectations du travailleur, sont examinés en commission de reclassement. Alors, l'objectif de la commission de reclassement est donc d'essayer de trouver une solution adaptée à l'état de santé du travailleur pour lui permettre de continuer à exercer ses fonctions dans les meilleures conditions possibles. La commission de reclassement se réunit dès que nécessaire et nous essayons en tout cas de la réunir une fois par mois. Elle est composée du médecin du travail, de membres du collège, du secrétaire communal et de responsables de services qui sont amenés à se positionner dans le cadre du reclassement du travailleur. Elle est composée d'un assistant social, mais pour le moment nous n'en avons pas, ainsi que de membres des organisations syndicales représentatives. Lors de ces réunions, la commission de reclassement prend connaissance de l'avis rendu par le service de santé, du rapport du médecin du travail sur les aptitudes du travailleur et sur les postes de travail, de l'avis du secrétaire communal qui se base sur les avis rendus par les chefs de service qui donc vont devoir émettre un avis soit sur les possibilités d'aménagement du poste de travail, soit sur les nouvelles affectations possibles, du rapport de l'assistant social quand il y en a un. Alors, l'agent est entendu au sein de cette commission de reclassement et il peut se faire accompagner lors de son exposé. La commission de reclassement remettra donc un avis motivé au collège communal de manière à ce que le collège puisse prendre une décision et la notifier à l'agent. Je peux dire que la commission de reclassement à la ville de Mons fonctionne relativement bien, que nous trouvons assez régulièrement de nombreuses solutions pour réaffecter le personnel. C'est donc un outil intéressant qui permet donc de ne pas laisser les travailleurs moins valides sur le bord du chemin. N'oublions pas que nous pourrions tous devenir des travailleurs moins valides. Voilà, mon exposé était donc très bref. Je n'ai pas eu l'occasion d'en faire une présentation, mais les personnes qui le souhaitent peuvent me demander éventuellement de leur fournir des exemplaires de règlement de la commission de reclassement. Nous sommes en train d'ailleurs de la revoir pour la rendre un petit peu plus souple et donc je me ferai donc un plaisir de vous les remettre. Merci de votre attention. Voilà, merci Madame Van Damme. Maintenant, pour la direction des ressources humaines du Centre hospitalier universitaire psychiatrique Mons-Borinage, Monsieur Stéphane Olivier, directeur des ressources humaines. Bonjour à tous, je suis vraiment très heureux que la CGFP donne l'occasion à notre intercommunal de partager cette expérience, donc de mise en place d'une commission de reclassement. Le fonctionnement de la commission de reclassement ressemble, je pense, assez fort à celui de la ville de Mons, et donc je vais essayer de vous l'expliquer de manière aussi imagée et pratique que possible. Voilà, tout part d'une travailleuse. On a 80% de travailleurs chez nous, donc c'est souvent une travailleuse. Mais on a eu aussi des cas d'hommes, bien sûr.
Le cas classique, c'est une infirmière ou une aide-soignante qui, après quelques décennies de pratique, comme Madame Bouchon l'a expliqué par exemple dans son témoignage vidéo, peut avoir des problèmes de santé et donc a besoin qu'on s'occupe de son cas pour voir s'il y a possibilité qu'elle continue à travailler. Voilà. Et donc la première étape, c'est la rencontre avec le médecin du travail. Donc chez nous, c'est Madame Maclouf du SPMT, qui connaît bien la situation, la pathologie du travailleur, et qui discute en premier lieu avec ce travailleur de sa situation, qui envisage bien évidemment des éventualités d'aménagement du poste de travail, et puis quand ce n'est malheureusement pas possible, qui arrive à un constat d'inaptitude, qui peut être une inaptitude provisoire ou définitive, mais dans la majorité des cas qu'on a traités, même peut-être l'exclusivité, ça a été des cas d'inaptitude définitive. Mais cette déclaration d'inaptitude, ce n'est pas la fin d'un processus, c'est le début du processus de reclassement du travailleur. Alors il y a une réflexion qui se met en place et qui est assez informelle dans un premier temps. Donc ça se fait entre les différentes directions fonctionnelles, donc les directions infirmières par exemple, la direction technique, la direction des ressources humaines et dans un premier temps beaucoup le médecin du travail, et donc on discute quand on se rencontre ou simplement par téléphone de ce qu'on pourrait proposer aux travailleurs en question. Donc il y a vraiment une phase très informelle au début. Et pendant cette phase, quelques temps après la déclaration d'inaptitude, le travailleur a lui aussi parfois besoin d'un petit peu de temps pour accuser le coup et pour faire le deuil de son ancien métier et se rendre compte que voilà, il n'y aura pas de miracle qui va devoir vraiment se réorienter. Ce n'est pas toujours facile du jour au lendemain d'accepter cette situation. Et puis, quand tout le monde se sent prêt, à commencer par le travailleur, on demande au travailleur de nous faire une demande écrite. Donc, c'est une simple lettre qu'il doit nous envoyer en indiquant qu'il souhaiterait bénéficier d'une procédure de reclassement. Et à partir de ce moment-là, il y a un processus de nouveau assez informel qui se met en place, où on propose aux travailleurs de rencontrer toute une série de personnes ressources dans l'hôpital ou autour de l'hôpital. Donc bien sûr, son dialogue avec le médecin du travail continue, puisque le médecin du travail, il est le seul à bien connaître la pathologie de l'agent et à connaître également très bien les postes de travail qui existent dans l'hôpital et les contraintes liées à chaque poste de travail. Et donc ça va être la personne la mieux à même de déterminer si elle, en fonction de ses limitations liées à sa santé, le travailleur pourrait raisonnablement accéder à tel ou tel type de fonction. La personne peut également rencontrer le conseiller en prévention interne, qui est chez nous un conseiller en prévention de niveau 1, qui connaît très très bien les différents postes également qu'il y a dans nos deux hôpitaux, et donc qui peut donner un avis sur également les contraintes de chaque poste. Les délégués syndicaux ont un rôle très important aussi, parce que ce sont des personnes en qui le travailleur a confiance et qui connaissent bien le processus, et donc qui peuvent expliquer aux travailleurs qu'est-ce qui va se passer lors de la commission de reclassement, le rassurer sur le fait qu'on n'est pas en train d'essayer d'attirer le travailleur dans une espèce de piège ou de guet-apens qui va conduire à son C4 pour cas de force majeure ou à sa mise à la pension. Donc, ils ont vraiment un rôle important d'information et de rassurer le travailleur. Nous travaillons également avec une assistante sociale. Donc chez nous, c'est une assistante sociale dont le travail, normalement, est de travailler avec les patients, mais qui a accepté de donner une partie de son temps pour discuter avec les travailleurs qui sont dans ce processus et qui peut les informer sur des aspects, par exemple, financiers, et de voir avec la personne quelles peuvent être les conséquences financières pour elle si elle est mise à la pension ou si elle reste en maladie. Donc elle donne des conseils vraiment dans le domaine social aux travailleurs. Et puis au niveau des ressources humaines, à ce stade-là, notre rôle principalement, c'est de faire le point sur les ressources et sur les compétences du travailleur.
Il y a parfois des compétences dont dispose un travailleur et qu'il n'utilisait pas dans son métier actuel, donc on ne connaît pas. Mais ce serait peut-être des conséquences qu'il a par ses loisirs, par des formations qu'il a suivies il y a parfois des années et des années. Ça peut être toute une série de choses qu'on ne soupçonne pas parfois chez un travailleur avant de lui avoir demandé qu'est-ce qu'il sait faire, par exemple avec un PC, quelles sont les langues qu'il parle. Et puis il y a également des compétences qu'il a acquises au sein de son parcours par son ancien métier. Donc, le cas de Madame Bouchon, c'était bien expliqué, je trouve, dans le reportage. Le fait d'avoir travaillé dans une unité de soins de psychiatrie pendant à peu près 30 ans, lui donne une série de compétences. Ça veut dire qu'elle connaît très bien le fonctionnement d'une unité de psychiatrie, elle connaît les besoins des infirmières en matière administrative, elle a l'habitude de travailler avec un public de patients psychiatriques. Donc c'est toute une série de compétences qu'il est important de prendre en compte dans le processus. Mais tout ça, à ce stade-là, se fait encore de manière informelle, par des discussions qui ne sont pas encore la réunion de la commission de reclassement. Et puis vient 2 jours de cette réunion. Et ça, bon, c'est un moment parfois un peu dur pour le travailleur, parce qu'il arrive, il sait que son avenir professionnel, en tout cas, va se jouer dans les 5 ou 10 minutes qui vont venir. Et il se retrouve dans une grande pièce où il y a 10, 15, j'exagère, en tout cas une bonne dizaine de personnes devant lui, qui sont les personnes dont je vous ai parlé. Et comme dans la ville de Mons, c'est également des responsables de service, donc généralement des directeurs, qui sont les directeurs concernés par les postes où des reclassements sont possibles. Puisqu'il est important que ces responsables de service soient impliqués dans le processus pour qu'elles se l'approprient et qu'elles soient rassurées le plus tôt possible sur les motivations et les compétences de la personne qu'elles vont peut-être accueillir dans leur service. Voilà, et donc lors de cette réunion, ça prend quelques minutes, ça va assez vite. On demande, un petit peu comme dans un entretien, on demande les motivations de la personne, on lui explique les postes qui existent, en quoi ces postes pourraient lui correspondre. Et puis on fait sortir la personne et entre nous, on discute de la correspondance entre les motivations et les compétences de cette personne et le poste en question. Et puis, tout ça donne lieu à un avis de la commission. C'est un avis chez nous qui est toujours, de notre expérience, très consensuel. En fait, on n'a jamais eu de cas où il y avait des débats très durs, je vais dire, sur l'avenir d'un travailleur. À partir du moment où on le connaît tous bien, on a entendu les mêmes choses, on a tous pris en compte les contraintes du poste et que tout le monde est de bonne volonté, les débats se passent vraiment de manière très positive. C'est plutôt une réflexion collective où chacun essaie d'amener ses compétences. Et donc on arrive très facilement à un avis consensuel de la commission, qui est communiqué à la direction. Alors on explique ensuite aux travailleurs... Pardon, j'ai été trop vite. Voilà. On explique aux travailleurs le poste qui est envisagé pour lui. Et voilà, là, il passe de nouveau un moment un petit peu difficile où il doit se dire, bon, est-ce que j'y vais ou est-ce que je n'y vais pas? Est-ce que je reste en incapacité de travail? J'attends peut-être qu'un jour on puisse me proposer quelque chose de mieux. Ou est-ce que tout de suite je vais accepter ce poste qui n'est jamais le poste dont les personnes rêvent? C'est rare que les personnes accèdent à un poste qu'elles considèrent idéal, parce que souvent, le métier qu'elles aiment bien, c'est celui qu'elles ont exercé pendant des années, voire des dizaines d'années, avant d'avoir leurs problèmes de santé. Donc, pour quelqu'un, par exemple, qui a été menuisier toute sa vie, ou infirmière toute sa vie, et qui doit passer dans un poste administratif, ou quelqu'un qui était électricien, qui doit passer dans un poste plus de livraison, par exemple, c'est un cap à franchir. Et donc là, voilà, on laisse le temps au travailleur de prendre sa décision. Et de nouveau, une fois qu'il a pris sa décision, il doit nous la communiquer par écrit. Et puis, c'est à l'autorité de prendre sa décision. Jusqu'à ce stade-ci, l'autorité, donc dans notre intercommunal, ce sont des organes de gestion
qui ont une autorité déléguée du conseil d'administration, ils ne sont pas encore obligés de reclasser le travailleur. Et donc, à un certain moment, la décision est prise ou pas. Donc, jusqu'à présent, les avis de la commission ont toujours été suivis. Cette décision, elle consiste en quoi? D'abord, elle consiste à changer souvent le grade du travailleur. Mon menuisier, il va devenir employé d'administration de niveau un tel. On préserve son salaire, c'est-à-dire que si le barème de menuisier est plus élevé que celui d'employé d'administration, on ne va pas lui retirer X centaines d'euros de son aide par mois. On le bloque à son salaire actuel jusqu'à ce que le nouveau barème, par l'ancienneté, rattrape le salaire qu'il avait, donc il n'a pas de chute de revenus brusque. Et la décision est toujours chez nous assortie d'une période d'essai. Souvent, c'est une période d'essai de 6 mois. Voilà, donc ça fait 2 ans que notre commission a été mise en place. On a reçu 9 travailleurs. Il y a eu un refus de la part d'un travailleur, donc quelqu'un qui a préféré ne pas accepter le poste qui lui était proposé et rester en maladie. Il y a une personne qui a été reclassée et puis qui depuis lors a vu sa situation de santé se dégrader encore, et donc elle est ici retombée malheureusement en maladie de longue durée, voilà, pour des questions vraiment purement de santé, mais donc c'est pas finalement quelque chose dont elle a pu profiter à long terme. Il y a eu 2 reclassements, je vais dire un petit peu laborieux, difficiles pour les personnes, donc où les personnes ont eu du mal à s'adapter à leur nouveau travail, et où leurs responsables hiérarchiques n'ont pas été tout à fait, en tout cas jusqu'à présent, satisfaits de leur travail. Donc elles ont, malgré tout, après la période d'essai, été maintenues à leur poste, mais on ne peut pas dire que ce soit pour ces 2 cas-là, des réussites brillantes où tout le monde est content, aussi bien le travailleur que le chef de service. Et par contre, les 5 autres personnes, là, vous en avez vu 2 dans le témoignage, il y en a 3 autres qui sont aussi de très très belles réussites, tant du point de vue de l'employeur que du travailleur. Voilà, pour terminer, simplement, j'ai essayé de réfléchir sur base de notre expérience à nous, qui n'est certainement pas parfaite, mais qui, pour nous, a quand même été quelque chose de très positif, de réfléchir à ce qui nous avait permis d'aboutir à ce résultat qu'on considère comme un succès. La première chose, c'est qu'il y a eu depuis le début de la mise en place de la commission un excellent climat de collaboration entre les principaux acteurs, c'est-à-dire les délégations syndicales, la médecine du travail et la direction. Donc chacun essaie de tenir compte des points de vue de l'autre, et chacun essaie de travailler dans l'intérêt du travailleur, en étant conscient des contraintes aussi liées à tout employeur. Au départ, c'est la CGSP qui était à l'origine de la mise en place de cette commission. Donc, je leur tire mon chapeau pour avoir pris cette initiative, parce qu'on en avait eu une historiquement, et puis elle avait été un petit peu oubliée depuis pas mal d'années, à mon avis facilement 10 ou 20 ans. Et c'est via donc une organisation syndicale qu'on a remis ça en place. Donc forcément, eux ont eu un rôle positif dans la démarche, et puis ça s'est vraiment très très bien passé avec les autres délégations, avec la médecine du travail. Et donc ça, je crois que c'est indispensable pour qu'une commission de classement marche bien, c'est que chacun collabore de manière positive. Le deuxième facteur de succès, je pense, c'est que depuis le début du fonctionnement de cette commission, comme je l'ai un petit peu expliqué en début d'exposé, on mélange un petit peu les aspects formels et informels. Donc on se parle entre nous et avec le travailleur, soit lors de rendez-vous, soit en se croisant à d'autres réunions comme le CPPT, soit donc en marge du CPPT, on n'aborde pas les cas individuels. Donc quand on se voit et quand on voit le travailleur, voilà, il y a toute une phase informelle qui facilite les choses et qui permet, en réfléchissant de manière détendue, de préparer les décisions. Donc ce n'est pas le jour de la commission
de reclassement, que tout le monde découvre les postes qui sont possibles et que tout le monde découvre la situation de l'agent. Les choses ont été préparées de manière informelle et ça, je pense que ça apporte beaucoup au processus. Bon, ce qui nous a fortement aidé également, c'est la taille de notre institution. Donc, dans notre intercommunale, jusqu'à 2009, il n'y avait que le CHU Ambroise Paré qui comptait un petit peu moins de 2000 travailleurs. Puis au 1er juillet 2009, on a fusionné avec l'hôpital psychiatrique du Chénoë, qui nous a apporté un petit peu plus de 500 travailleurs en plus. Et le fait de grandir, par la force des choses, ça multiplie le nombre de postes disponibles pour des reclassements. Et donc forcément, pour une institution relativement grande, je crois que c'est beaucoup plus facile de gérer une commission de reclassement que pour un employeur qui n'aurait que quelques dizaines de travailleurs. Alors, ils ont peut-être d'autres facilités qui peuvent les aider, mais en tout cas pour nous, la taille a été un facteur de réussite. Et ce qui nous a bien aidé également, c'est la notion de période d'essai, notamment vis-à-vis des directeurs et des chefs de service qui doivent accueillir un travailleur reclassé. Le travailleur, il ne correspond jamais à l'image que les gens se font, que le responsable se fait du travailleur idéal. C'est comme quand on fait des entretiens de recrutement, combien de chefs ne me disent pas, moi ce qu'il me faut c'est un jeune. Parce que les gens dans leur esprit, voilà, ils imaginent qu'un travailleur jeune va être plus dynamique, qu'il faut qu'il soit en parfaite santé, que sinon ce sera ingérable. Donc, par rapport à un recrutement comme ça qu'ils imaginent d'une personne dans un profil très stéréotypé, les chefs de service, ils font parfois un mouvement de recul quand on leur dit, écoute, on a proposé d'ouvrir ce poste à un reclassement. Et donc pour gérer un peu ce mouvement de recul qui existe parfois, la période d'essai, ça apporte beaucoup parce qu'on leur dit, écoute, tentons notre chance, tu n'as pas grand-chose à perdre, si après quelques mois ça ne fonctionne pas, on en reparle et on envisagera autre chose pour la personne. Donc ça, je pense que ça a été vraiment quelque chose d'important auquel on tient dans notre démarche. Voilà. Et la dernière petite image, c'est pour illustrer que tout le monde est content quand un reclassement se passe bien. Le travailleur retrouve une vie professionnelle, une fierté professionnelle, comme vous l'avez vu dans la vidéo, et redevient un petit peu le porte-drapeau de l'institution, et l'employeur retrouve des compétences qui auraient été complètement perdues si le travailleur avait dû être mis à la pension ou avait reçu son C4. Donc tout le monde s'y retrouve quand une commission de reclassement fonctionne bien. Merci beaucoup. Voilà, mais maintenant nous allons accueillir pour le service de prévention de médecine du travail, le SPMT, Madame Dr Christiane Ben-Maclouf. Voilà, nous allons voir si effectivement le médecin du travail a un rôle dans le maintien de l'emploi, avant finalement le reclassement, puisque le reclassement c'est la dernière étape. Le médecin du travail est chargé de la surveillance de santé des travailleurs. Dans quel but? Dans le but de promouvoir les possibilités d'emploi pour tout le monde, d'adapter le travail à l'homme et d'éviter l'occupation à des travailleurs des tâches dont ils sont incapables de supporter les risques. Donc finalement, tout le monde est concerné parce que tout le monde peut avoir des problèmes de santé dans sa vie. Alors, les risques, est-ce que le médecin du travail connaît les risques dans l'entreprise? Oui, bien sûr, puisqu'il participe à l'analyse de risques, il se déplace, il va dans l'entreprise, il identifie les dangers et il évalue les risques.
Lorsque le travailleur se présente devant le médecin du travail, le médecin du travail va fonder sa décision à partir de sa connaissance du poste de travail et de la connaissance qu'il a de la santé du travailleur. Le but est bien sûr de dépister précocement toute maladie liée au travail. S'il y a un problème dans l'aptitude, le médecin du travail pourra, en F, donc sur le formulaire d'évaluation de santé, pourra recommander des aménagements de postes de travail. Il existe différents examens médicaux de prévention que je ne vais pas détailler ici parce qu'on n'a pas le temps, mais il faut savoir que lorsqu'un travailleur est soumis à la surveillance de santé obligatoire, ça veut dire lorsqu'il est exposé à un risque défini, lorsqu'il occupe un poste de sécurité ou un poste de vigilance, s'il est absent 4 semaines ou plus, il doit être vu en reprise du travail, le premier jour de la reprise ou dans les 8 jours ouvrables. Pourquoi? Pas pour l'ennuyer, mais pour voir s'il est capable d'occuper le poste qu'il occupait avant de tomber malade. Il y a aussi l'examen de pré-reprise. C'est un examen qui est méconnu par les travailleurs. Lorsqu'il est malade plus de 4 semaines, le travailleur malade peut demander au service des ressources humaines, au service du personnel, de voir le médecin du travail et il donne son accord pour que le médecin du travail visualise son dossier médical. Pourquoi? Pour aménager la reprise de travail. Et l'aménagement de la reprise du travail pourra se faire dans de bonnes conditions si la pré-reprise ne se fait pas, comme on voit parfois, la veille de la reprise. Parce que là, il est trop tard, le médecin du travail ne peut pas contacter le chef de service, il ne peut pas s'informer auprès du médecin traitant, il n'a plus le temps et il ne sait plus rien organiser et donc, souvent, on doit prolonger le congé de maladie du travailleur. Maintenant, il se peut aussi que le travailleur qui n'est pas soumis à la surveillance de santé obligatoire demande de rencontrer le médecin du travail parce qu'il estime qu'il y a un manque de prévention à son égard. À ce moment-là, il demande au service des ressources humaines un rendez-vous en médecine du travail et il est vu par le médecin du travail qui pourra, le cas échéant, faire des recommandations. Un travailleur qui est malade depuis un certain temps peut être déclaré inapte définitivement à occuper le poste par son médecin traitant. Alors, il a une déclaration du médecin traitant, il envoie une lettre sous pli recommandée à l'employeur et il demande une procédure de reclassement. L'employeur demande au médecin du travail, à ce moment-là, de voir le travailleur. Donc finalement, la décision, elle dépend toujours de l'état de santé du travailleur, de l'étude de poste et puis de l'analyse de risque. L'analyse de risque dans une entreprise, c'est le fil rouge. C'est quelque chose qui peut changer, c'est dynamique et elle est toujours à réactualiser. Avant toute décision importante, le médecin du travail doit réexaminer le poste de travail, doit contacter également l'employeur ou le chef de service pour voir si les recommandations qu'il va écrire sur la fiche sont réalisables. Si je prends le cas d'une infirmière qui a des lombalgies, qui a très mal au dos depuis un certain temps, qui est en absence depuis 4 mois, par exemple, si elle veut réintégrer son service, je ne peux pas écrire « inapte au port de charge ». Même chose pour un cuisinier, par exemple. Il faut émettre des recommandations qui sont réalisables. Donc les différentes décisions, c'est apte avec aménagement, adaptation du poste de travail, apte à une autre fonction, donc une mutation temporaire ou définitive, ou inapte définitivement. Donc dans chaque problème d'aptitude, comme le disait M. Stéphane Olivier, il y a concertation entre le médecin du travail et la hiérarchie. Il est impensable d'écrire une décision sans avoir contacté la hiérarchie.
Depuis un certain temps, à Ambroise Paré, il n'y a plus de commission de reclassement. Pourquoi? Parce qu'on a trouvé des solutions pour les travailleurs. On a trouvé des solutions en interne et tout le monde était content, et moi aussi, et les travailleurs aussi. Donc on n'a pas eu besoin de faire une commission de reclassement. Il faut bien savoir qu'aucune information diagnostique ne peut être donnée à l'employeur. En aucun cas. Donc l'employeur va connaître les capacités restantes et bien sûr les contre-indications formelles pour l'exercice d'un travail pour un travailleur. Alors finalement, le reclassement professionnel, il peut être demandé par le médecin du travail quand? Lors de l'évaluation de santé périodique. L'évaluation de santé périodique, c'est une consultation qui a lieu en général tous les ans. Vous recevez une convocation et vous vous dites, bon sang, qu'est-ce que je vais encore aller faire chez le médecin du travail? J'ai rien à lui dire, tout va bien. Eh bien, tant mieux, mais vous venez quand même, parce que c'est important de voir effectivement s'il n'y a aucun problème de santé, parce que je suis là pour ça, et la consultation, c'est comme une photographie au moment de la visite médicale. Une photographie de l'état de santé et une adéquation avec le poste de travail. Il se peut qu'après l'évaluation de santé périodique, eh bien justement, je demande un reclassement professionnel. Je peux demander aussi un reclassement après un examen de reprise, uniquement pour les travailleurs soumis à la surveillance de santé obligatoire. Après un examen de pré-reprise, là c'est pour tout travailleur, même celui qui n'est pas soumis à la surveillance de santé obligatoire. Ça veut dire un travailleur qui travaille par exemple dans une administration communale, qui ne doit pas être vu par le médecin du travail parce qu'il n'a aucun risque, aucun, même pas le risque écran, il n'a aucun risque. Il se peut qu'il ait un souci de santé, lui aussi peut demander à être vu en pré-reprise ou en consultation spontanée. Et ça c'est important parce qu'il ne sait peut-être pas. Et c'est l'employeur qui doit l'informer de cette possibilité. Voilà. Il y a aussi le médecin traitant qui peut désigner le travailleur inapte définitivement. Le comité de reclassement, il a lieu dans les entreprises de grande taille, SPW, province, administration communale et Ambroise Paré. Et vous avez vu la composition du comité de reclassement. Ce qu'il faut dire, c'est toujours, lors d'un comité de reclassement, le médecin du travail est tenu au secret professionnel. Le principal acteur dans toute l'histoire, eh bien, c'est le travailleur. Parce qu'on a bien vu des travailleuses, d'ailleurs dans les témoignages, qui ne connaissaient rien en ordinateur, et puis tout s'est très bien passé parce qu'elle a voulu se recycler. Donc, sans lui, on ne peut rien faire. Voilà. Voilà, merci docteur pour ces éclairages supplémentaires. Donc maintenant, on a vu en interne les possibilités qu'il y avait quand on rencontrait un problème